Salut à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission plus ou moins thématique pour continuer d'explorer ensemble, comme vous avez maintenant un petit peu l'habitude de le faire dans le cadre de nos super fans et de nos émissions thématiques, d'explorer donc les coulisses de l'édition de comics. Et il y a une question sur laquelle j'avais envie de revenir, tout simplement parce que c'est des choses qu'on aborde souvent dans nos émissions, c'est le prix de vente des comics, mais on n'aborde jamais en fait le prix de fabrication d'un comics, tout simplement, d'une bande dessinée américaine. Et donc, pour aborder les différents points en fait, qui peuvent être pris en compte dans... Voilà, entre la première étape qui est donc l'achat de droits, quand on parle vraiment de l'édition en VF d'une bande dessinée qui a été publiée aux États-Unis, donc de l'achat de droits jusqu'à la sortie en librairie, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et donc, pour aborder ce sujet, j'ai de la chance de connaître pas mal d'éditeurs et il y en a un qui a accepté de répondre un petit peu à mes questions. Il s'agit de Sullivan Rouault. Salut Sullivan. Coucou Arnaud, ça veut dire que les autres ont refusé? Non, absolument pas. C'est-à-dire que toi, tu as été le premier que j'ai contacté, que tu as tout de suite accepté. Les autres accepteront sûrement. Lui, il est pas farouche, il va me dire toute la vérité avec la vérité, quoi. Tout ça, voilà, les yeux dans les yeux, rien que la vérité. Donc, mais voilà, l'idée c'est d'en parler quand même assez librement et pas forcément de savoir combien coûte la fabrication des comics chez iComics en particulier, puisque forcément les prix varient, il y a énormément de paramètres en compte, mais c'est juste un peu... Surtout en ce moment, ouais, voilà. Je pense qu'on va en parler, mais oui, le prix d'il y a 3 mois n'est pas celui d'aujourd'hui et n'est pas celui de dans 3 mois. Donc, voilà. Donc j'ai un peu tout simplement envie d'aborder quand même les paramètres surtout en fait qui sont vraiment à prendre en compte en fait pour après estimer le prix d'une BD telle que tu la vends en librairie vraiment, mais l'album simple, tu sais, l'album de 6 numéros à 17,90 qui est chez vous par exemple, et dont le prix varie en général de 15 à 20 euros en fonction des maisons d'édition. Alors la première étape, toi qui es éditeur maintenant depuis quand même 4 ans, c'était en 2010. Ouais, ça fera 5 ans là, on m'a dit ça hier. Ouais, ça fait quand même pas mal, 6 mois, là, ouais. Pas mal de temps. D'ailleurs, on avait fait un podcast ensemble il n'y a pas si longtemps que ça pour évoquer les 3 premières années d'iComics, Mangetsu, tout ça. Donc, tu es éditeur, donc tu connais le milieu. Et donc, si je ne me trompe pas en te disant que la première étape pour la fabrication d'une bande dessinée en VF, c'est l'achat de droits. Ouais, et c'est même l'étape centrale. C'est pas nécessairement celle qui va définir le prix de vente tout de suite, parce qu'après on va passer à la moulinette d'un compte d'exploitation prévisionnel. Je détaillerai un petit peu ce que c'est tout à l'heure, qui est vraiment la matrice en fait qui nous ressort notre point d'amortissement tout bêtement, c'est-à-dire combien de comics on va devoir vendre par rapport à tous les coûts engendrés par celui-ci pour qu'il ne perde pas d'argent, en gros. Donc c'est le fameux cap des 2000 exemplaires dans 90% des cas, en tout cas en publishing. Dans l'édition, quand on fait de la créa, c'est un peu différent, c'est un peu plus élevé évidemment, puisqu'on on met plus d'argent sur la table sur un auteur. En publishing, effectivement, nous on achète des droits pour des territoires et des langues en l'occurrence. Donc nous, la francophonie, donc ça va être Luxembourg, Québec, Suisse, Belgique, France, Monaco qui n'est techniquement pas la France, et j'en passe, puisqu'on a aussi quelques bribes de diffusion-distribution en Afrique francophone notamment. Ok. Et en fait, effectivement, l'achat des droits, c'est un peu la base de toute négociation d'un comics. Et ça peut être 500 euros comme ça peut être 50 000 euros. C'est là où, en tant qu'éditeur, il y a une partie un peu de préparation invisible où tu vas te dire combien vaut cette série. Je vais prendre l'exemple de Saga, qui est un truc excellent. Sur lequel s'étaient battues plusieurs grosses maisons à l'époque. Alors j'étais journaliste littéralement à ta place à ce moment-là, donc j'avais la chance de le vivre entre les 2 maisons, un peu la bataille qu'il y avait eu. Saga, tu pouvais être à peu près certain tout de suite, eu égard au passé de Vaughan ou à ce qu'on avait à lire, c'est-à-dire le premier volume, que c'était excellent et que ça allait le rester pour un moment. Donc là, tu te dis, est-ce que je reste tout à fait sage et je mets une avance que je peux recouper dans mon fameux compte d'exploitation prévisionnelle, c'est-à-dire autour de 10 000 euros, on va dire, admettons. Donc, je vais prendre des chiffres et des séries simples pour qu'on comprenne. Après, il y a du détail et voilà, on va ergoter sur des 500 balles à droite à gauche. C'est littéralement notre métier. Mais admettons, on met 10 000 euros. Moi, je suis l'autre éditeur qui le veut absolument, qui dit non, ce truc-là, je vais en vendre 50 000 exemplaires. Même si mon amortissement actuel me dit que c'est 10 000, moi, je veux mettre 20 000 parce que je suis sûr que je vais la recouper cette avance. Un truc qui est hyper important à comprendre et qui est vraiment la base de la base de la base de la BD, c'est la même chose quand on fait une créa avec un auteur. On parle d'avance. Parce qu'en fait, c'est de l'argent qui est... c'est pas un don et après on va commencer à payer des royalties. C'est-à-dire que les royautés, comment expliquer les royalties simplement, les 8 à 10% de revenus qui vont venir à l'auteur par rapport à ce que nous, on vend derrière,
vont en fait être d'abord dégrevés des 10 000 euros, admettons, de l'avance au départ. Et une fois que ces 8% dépassent le montant de 10 000, là, on va commencer à payer des royautés. Donc l'avance, en vrai, elle pourrait être gigantesque. Il faut pas trop, il faut quand même être à peu près sûr de réussir à la recouper un jour. C'est ça tout le jeu de l'estimation qu'on va faire. Mais c'est pas vraiment le prix d'achat d'une BD, en fait. Parce que les royalties, c'est aussi des choses qui peuvent vachement varier. En général, la coutume, c'était 8%. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de trucs qui disent 8% pour les 5000 premiers exemplaires, 9% jusqu'à 10 000 exemplaires. Et si éventuellement on en vend plus de 10 000, donc que c'est officiellement un succès pour nous et qu'on est amorti parce qu'on n'a pas non plus mis une avance du prix de Neymar ou de Kylian Mbappé, tu vois, là, on sera ravis de vous payer 10% sur toutes les ventes qui vont dépasser 10 000 exemplaires. J'espère que c'est clair dans ma bouche parce que c'est des trucs que moi j'ai mis longtemps à intégrer. Bien sûr, mais je pense que j'essaie de le reformuler, mais grosso modo, cette somme-là, en fait, cette avance que tu fais, tout simplement, en fait, c'est l'avance parce que ça arrive en avance, en prévisionnel de ce que tu vas réussir à vendre. Et ce que ça veut dire, c'est que en fait, tant que le pourcentage en fait qui arrive donc à l'auteur ou à la maison d'édition n'a pas dépassé la somme de cette avance, c'est-à-dire par exemple si tu poses 10 000 euros et que pour en fait avec 8% tu dois vendre 1000 albums pour avoir ces 10 000 euros, en fait, voilà, il faut que tu vendes 1000 albums avant qu'en fait tu puisses commencer à toucher quelque chose qui ne soit pas en fait simplement une sorte de remboursement. C'est exactement ça. Et c'est là où le prix de vente va rentrer en ligne de mire, puisqu'évidemment, c'est pas 8% de 2 euros ou de ça, c'est 8% du prix public hors taxe, hyper important, parce que il y a des taxes. Oui. Alors même si on est dans le livre, donc on est à 5,5, donc ça va, on n'est pas à 20% non plus, mais c'est 8% du prix public hors taxe fois tant d'exemplaires vendus qui effectivement vont venir recouper l'avance ou pas. Et c'est là où l'avance, en fait, souvent elle reflète un peu l'ambition que tu as pour une série. Alors ça arrive souvent qu'une avance payée soit trop élevée et qu'elle soit jamais recoupée. Ça arrive aussi qu'une avance soit recoupée avant même la sortie du bouquin parce qu'en fait on n'a pas vu venir que ce serait un énorme carton et donc et là en général tu es très content de payer tes royautés si tu veux, tu vois. Ouais. De toute façon en général quand tu payes des royalties c'est que c'est très bon signe. Tu vois, c'est que normalement si tu as fait un CEP avant et que tu as fait à peu près ton boulot, ça veut dire que le bouquin est amorti. Tu vois. Après, il y a des maisons, pour rentrer un peu dans le détail, qui calculent l'amortissement de manière différente. Il y en a qui vont mettre tous les frais fixes de la maison et qui vont le diviser par le nombre de sorties annuelles. Donc, admettons que tu as tant de centaines de milliers d'euros de frais fixes, de salaires, de charges sociales, de cotisations sociales, pardon, faut dire, à l'année, tout ça. Tu fais 400 bouquins, tu divises ton total par 400 et ça te donne ça. Et tu rajoutes ça à ton CEP, donc ton amortissement va augmenter. Mais en même temps, c'est ça donne le vrai pouls de la boîte, de la santé de la boîte, quoi. Et si tu dépasses ces amortissements une fois les frais fixes intégrés, c'est que normalement, tu as correctement fait ton taf et tout ça, quoi. Voilà, donc frais fixes, c'est tous les employés qui bossent dans la maison d'édition. C'est tout en fait. C'est toutes les dépenses. Donc ça va être, je sais pas, les coûts d'une tournée, donc qui vont être dans un budget marketing. Ça va être les coûts des PLV qui vont être dans un budget commercial et tout. Mais si tu veux les PLV, publicité sur lieu de vente, c'est par exemple les grands affiches, les posters, les trucs en carton que vous avez dans les librairies notamment. Exactement. Et il y a des maisons qui calculent sans, il y a des maisons qui calculent avec. Nous, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, ça dépend des projets, en fait. Mais après, je suis dans une maison indépendante, donc on a l'avantage d'être un peu flex aussi par rapport au risque qu'on veut prendre sur telle ou telle série. Mais voilà, en gros, le fonctionnement de l'avance, ouais. D'accord. Et donc, ce que je comprends bien aussi, c'est que justement, cette avance-là, en fait, elle est dépendante de deux choses. D'une part, de ce que l'éditeur en face, en fait, exige, on va dire, comme minimal, peut-être pour juste céder ses droits de publication à l'étranger. Et aussi, en fait, l'envie de la maison d'édition en France. Parce que par rapport à ses concurrents, surtout, c'est ça, mais par rapport aussi à ses envies. Par exemple, mettons un titre indé ou on va dire vraiment indé parce que forcément quand c'est des super héros, il y a des gros contrats faits avec les gros trucs et je veux dire toi tu peux là ça c'est des contrats de licence, c'est différent. Tu peux pas te battre. Moi je peux pas aller taper dans le catalogue Marvel et tout, c'est un contrat de licence qui coûte des sommes à 7 chiffres, qui est payé tous les ans, machin. Ça n'a rien à voir avec l'avance qu'on va faire quand on achète un indé ou un petit bouquin comme ça à droite à gauche, quoi. Voilà. Ce qui est quand même la majorité de notre travail. Les contrats de licence, c'est vraiment pas. Puis souvent les contrats de licence sont pas gérés par les éditeurs, ils sont gérés par des personnes. Tu vois, je prends l'exemple d'Urban, c'est pas l'éditeur d'Urban qui a été négocié DC Comics à Burbank avec Warner, c'est quelqu'un du groupe
de Média Participation, qui a été à Burbank, qui a fait les grosses négos, et c'est lui-même quelqu'un qui gère des gros comptes chez Média, et donc il va parler aux gros comptes. Tu sais, c'est souvent les gros poissons parlent aux gros poissons, quoi. Après, nous, éditeurs, effectivement, quand on va aller par exemple, par exemple, Rick and Morty, qui est une licence, c'est-à-dire que c'est pas toi forcément qui a géré c'est ça. différent, parce que chez nous, on n'a pas de gros comptes, parce qu'on est une petite maison indépendante. Enfin, petite maison, en tout cas, on est une maison indépendante. Donc nous, on n'a pas ce genre de profil, et en gros, de gens qui siègent au conseil d'administration et qui font du travail éditorial, c'est à peu près à ça que ça correspond. Donc là, Rick and Morty, c'est différent. Après, Rick and Morty, le fait est que la licence, ils cherchaient à la céder à d'autres et que mes concurrents avaient dit non, en fait, avant. Donc, je l'ai acheté relativement comme un titre classique. Et d'ailleurs, pour faire une confidence, au prix d'un titre classique pour le prix de toute la licence, puisque les autres n'en voulaient pas à ce moment-là. Ce qui est bon. Après, voilà, il y a tous des choses qu'on voit passer. Il y a des. C'est là où il y a la vraie concurrence entre éditeurs qui vient se mettre en place. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même ligne édito, donc peut-être que, je sais pas, Delcourt, Rick and Morty n'aurait rien eu à faire là-bas. Encore une fois, je donne des noms au hasard, parce que je porte pas de jugement de valeur. Et je pense que Rick and Morty n'aurait pas très bien collé à la politique de ce que fait Thierry chez Delcourt Comics, en l'occurrence. Et pareil pour les indés, où il y a rarement, en tout cas avec les comics, c'est pas pareil avec le Japon, il y a rarement un minima exigé. En fait, le minima exigé, ça va être la première offre de ton concurrent. Qui, en fait, si tu veux, dans les faits, pour vraiment comprendre, là, je vais trahir un petit peu un secret professionnel, mais quand on fait une offre à un agent pour un bouquin, quel que soit le bouquin, en fait, l'agent, son travail, c'est d'aller contacter tous les autres clients français avec qui il travaille et dire, bon, j'ai une offre. Je ne peux pas vous dire qui c'est, mais les 3/4 du temps, on sait très bien qui c'est derrière. Tu vois, c'est pas comme si vous étiez non plus 20 000 éditeurs de comics. Et puis on se connaît France. tous. Donc, et on connaît tous les intérêts de chacun et tout. Et après, il dit, est-ce que tu veux mettre plus ? Est-ce que tu veux t'aligner ? Si tu veux t'aligner, qu'est-ce que tu as à me proposer de plus ? Et c'est là où, par exemple, tu peux proposer un plan marketing ou une tournée ou justement des PLV ou tu vois un focus, en tout cas, soit sur le market, soit sur le commercial, soit sur les réseaux sociaux. Tu peux jouer sur la fab aussi ? Dire, mais moi, je vais faire un plus grand format. Les Japonais accordent beaucoup d'importance à ça. Les Américains n'ont vraiment pas grand-chose à cirer. Ah ouais ? Ouais, non. L'objet livre aux États-Unis, c'est un fantasme. Mais tu sais, c'est curieux parce que tous les auteurs, à chaque fois qu'ils voient nos éditions cartonnées, ils font waouh, c'est trop ouf et tout. Oui, mais alors après, ça, c'est la question de la place de l'auteur chez les éditeurs américains aussi, et même chez les éditeurs en règle générale, qui, voilà, sans trahir de secret, c'est pas. Sont pas toujours les plus considérés. Bah, moi, ce qui me choque dans ce métier, enfin, en tout cas, ce qui m'a marqué, maintenant, ça fait 5 ans que je le fais, c'est de voir à quel point, effectivement, c'est aussi parce que chaque maison travaille avec énormément d'auteurs. Donc, tu peux pas accorder à chaque auteur l'importance que t'accordes à ta tête de proue. Je sais pas, j'imagine que Stephen King est bien traité là où il est. En revanche, les petits auteurs qui sont dans la maison d'édition de Stephen King, bah oui, c'est des artisans, en fait. Donc, c'est des mecs à qui on va payer une somme, qu'on va essayer d'être la plus basse possible, parce que malheureusement, c'est souvent l'auteur qui trinque, qui doit rendre son taf à l'heure, pour pas empêcher The Big Wheel, comme dirait Massive Attack, de tourner. Et voilà. Donc, même si les éditeurs viennent dire à leurs agents, je veux un tel parce qu'ils vont faire une meilleure fab et tout, l'agent, il a en droit de lui répondre, ouais, enfin, l'autre, il paye plus. Donc, en fait, les questions de la fab, on s'en branle. Et ça, c'est très culturel, en fait. Mais les Américains, pour eux, le beau livre, c'est le coffee table book. Et donc, ça n'a rien à voir avec le comics, qui a longtemps, toujours, c'est moins le cas peut-être depuis le direct market, mais était une lecture assez cheap en fait. Avant ça coûtait pas cher les comics, avant que ça coûte $6 pièce, ça coûtait 20 centimes, 20 centimes quoi. 20 centimes, $1, $2. Exactement. Et donc du coup c'est vraiment plus culturel. Les Japonais à l'inverse, eux accordent beaucoup d'importance au plan marketing, la fabrication, ce que tu vas faire. Et même tu peux gagner une enchère au Japon en ayant une offre vraiment beaucoup moins conséquente que la concurrence si ton projet à côté il est plus solide et qu'ils sentent que tu vas mieux le défendre, parce que ce qui les intéresse eux, c'est l'essor de leur série à l'international. Donc c'est là qu'on va parler de soft power et de grands mots et tout ça, le fait que l'auteur soit content, parce qu'au Japon l'auteur est très important, différence culturelle encore une fois, et aussi te donner des cartouches pour te développer, parce qu'ils en ont déjà donné d'autres à d'autres maisons et tout ça. Et c'est pour ça, notamment, qu'on voit, je sais pas, des titres Shonen Jump. C'est jamais la même maison qu'on a deux d'affilée, tu vois. C'est une forme de distribution. Évidemment, tout ça se fait en bonne intelligence, en business. Donc, tu dois au moins te rapprocher très fort de la meilleure offre en face pour être sûr d'avoir une chance. Mais j'ai déjà vu des cas, ça m'est déjà arrivé d'avoir des enchères en proposant moins, de pas avoir le bouquin en proposant plus, tu vois. Donc après, c'est là où l'agent fait aussi son travail à lui, stratégique, de vexer aucun de ses clients, de travailler avec tout le monde, de pas prendre parti, par exemple. Bon, après, c'est pareil, les agents, on se connaît tous, ils nous connaissent tous, donc ils savent très bien qui fait quoi. Surtout dans le comics. Ouais.
Et voilà. Mais c'est là où l'avance va bouger, en fait, tu vois. Où nous, on part, je sais pas, admettons, avec 5 000 au début, puis là, on va finir par payer 10 000 parce qu'un tel a proposé 12 000, que nous, on peut pas aller aussi haut, mais qu'on a proposé tant, et machin, etc. etc. D'accord. Et c'est un processus qui prend combien de temps en général, à partir du moment où la première offre jusqu'à on va dire, c'est quoi, c'est un contrat qui est signé alors, un contrat de À la fin, c'est un droit. contrat, ouais. Le vrai final, c'est le draft du contrat et donc tout ce qu'on appelle le légal, où nous, le département juridique, s'empare du truc, le fait signer à la présidence et qu'après le bouquin est à nous pendant une période donnée. Ah oui, j'ai pas dit ça, mais Oui. en publishing, on achète des droits pour une période donnée. Donc c'est-à-dire que, je sais pas, je prends les droits de Radio Apocalypse, par exemple, bah, je les ai pendant 5 ans. Mais donc dans 5 ans, je vais devoir les renouveler. Ce qui est bien, c'est que c'est une annonce exclusive du podcast. Bah du coup, peut-être, mais c'est parce qu'on est bien chez First Print. et donc tu vois, je sais que dans 5 ans, je vais devoir renouveler. Et le renouvellement, évidemment, se fait à l'aune de l'exploitation de la série sur les 5 ans précédents. Donc si ça a cartonné, évidemment que tu vas être très content de renouveler et que l'agent va te faire payer un peu plus que ce que tu avais payé au départ, par exemple. Et donc toi, il va falloir que tu trouves comment exploiter la série. C'est d'où les formats intégrales et tout ce qu'on peut voir revenir et tout ça. L'exploitation du fond, comme on dit. Et pour revenir à ta question, en général, ça dure entre 1 à 3 mois à peu près. Okay. C'est jamais plus... Avec les Américains, je parle. Hein. Les Japonais, secret professionnel. Mais, parce que c'est très fluctuant. Mais puis c'est pas du tout pareil en fonction des maisons et tout. Les Américains, eux, c'est à peu près pareil pour toutes les maisons. Ça peut aller très très vite si personne n'est en face et que le titre végète dans leur catalogue depuis longtemps, où là, il va même pas aller s'emmerder à demander aux autres s'ils le veulent et tout. C'est genre, vas-y, c'est bon, t'arrives en 2021 pour un titre 2016, ils vont pas aller demander à Urban, est-ce que ça t'intéresse ? Non, si vous n'êtes pas venu avant, on admet que ça vous intéressait pas parce que vous l'aviez vu et tout ça. On part de ce principe-là en tout cas. Et là, ça peut se boucler en 2 semaines. Tu vois, si on est d'accord sur la somme et tout, que l'auteur est OK, bim, bim, boum, c'est parti, le légal et on draft. Et en général, quand il y a des enchères, c'est entre 1 mois et demi et jusqu'à 3 mois pour les grosses négos, quoi. Et quand tu signes ce contrat, est-ce que tu t'engages aussi à publier la bande dessinée rapidement, ou par exemple tu peux acheter un droit et attendre peut-être 2-3 ans avant de le sortir ? Il y a effectivement tout un tas de clauses à faire apparaître dans un contrat, notamment le prix de vente minimum. C'est-à-dire qu'on peut pas aller plus bas, mais on peut aller plus haut si on a envie de le vendre plus haut. Ce qui, eux, a priori, les arrange par rapport à leur histoire de royalties et donc de calcul PPHT, 8%. Ils vont jamais dire non, le vendez pas plus cher. Bah, après, ils pourraient te dire attention, vous allez le vendre vraiment trop cher, ça n'intéressera personne. Mais ils n'ont pas la prétention de t'expliquer, de connaître le marché français, par exemple. Tu vois, pour eux, c'est hyper nébuleux le marché français. Ils ne comprennent pas. Il y a des trucs qui cartonnent aux US qui marchent pas chez nous et vice versa. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment notre partie. Mais il y a ça et la estimated release date, en gros, où on va parler en saison. Et on va mettre, je sais pas, Fall 2022 ou Summer 2022 ou tu vois, quelque chose comme ça. Et bon, ce truc-là, entre les crises du papier, du machin, des trucs, ça bouge beaucoup, les stratégies éditoriales qui peuvent bouger. Donc quand bien même tu ne publierais pas le bouquin, personne va venir t'attraper et dire on annule le contrat parce que vous deviez l'avoir publié pour juillet 2022. Tu vois. Est-ce qu'il y a un risque ? Alors, je sais pas, je pense pas que ça te soit arrivé, parce que c'est pas non plus, ça fait que 5 ans que tu es dans le milieu, mais est-ce que ça arrive que parfois des maisons d'édition signent quelque chose qui finalement n'arrive jamais, littéralement jamais ? Alors oui, ça arrive, ça arrive beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais parce que là, c'est-à-dire que l'éditeur paye une avance qui ne l'exploite pas, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent là. Mais il y a des éditeurs dont l'intérêt, en tout cas, c'est pas des éditeurs, mais il y a des maisons d'édition, parce que je parlais plutôt en stratégie globale, dont l'intérêt c'est plutôt de bloquer les maisons adverses, donc de prendre les droits des bouquins qui normalement leur revenaient logiquement, tu vois, éditorialement et tout ça. On essaie quand même de bâtir des trucs qui ont un peu de logique, quoi. On n'achète pas au hasard. C'est pas souvent, mais ça s'est vu. Et par contre, des droits qui sont achetés et qui ne trouvent pas de place dans les line-up chaque année et qui sont repoussés d'année en année jusqu'à ce que le contrat se termine, il y en a, franchement, en vrai, il y en a tous les mois. Si tu prends toutes les maisons, c'est très fréquent. Très fréquent. Je prends l'exemple, non, je vais pas le citer parce que je veux pas mettre en porte-à-faux des collègues, mais il y a une grosse série qui a été nommée Angoulême l'année dernière, qui a failli ne jamais sortir. Et c'est parce qu'à un moment, je me suis pointé auprès de l'agent en disant tu sais, que j'avais failli l'avoir au tout début. Je lui ai dit si ça sort pas, tu sais où m'appeler, hein, tu sais où me trouver. Hein. Moi, dès que le contrat est terminé, le lendemain, je te la signe et je te la sors sous 6 mois. Tu vois. Et en faisant cette démarche-là, l'agent est allé voir l'éditeur qui avait les droits en disant bon, t'es gentil, mais j'ai quelqu'un d'autre qui est hyper intéressé. Je te conseille de la sortir très fort. Et c'est là où l'agent, son rôle, c'est pas de dire sors-la parce qu'il n'a pas le droit de faire ça et business is business, donc il faut vexer personne. Mais en substance, il dit c'est dans ton intérêt de la sortir maintenant. Parce que, admettons que ton concurrent arrive, le fasse un carton avec.
même pour toi en perso par rapport à ta direction, tu vas te faire défoncer. Hein, tu vois, ils vont voir que tu as payé un truc que tu n'as pas sorti et tout ça. Et nous, l'avantage qu'on a avec iComics, c'est qu'on a une toute petite collection. Donc, mais ça m'est arrivé sur Shanghai Red. Shanghai Red, on l'a sorti cette année, alors que je l'ai acheté en 2017. Oui. Tu vois, parce qu'il ne trouvait pas sa place dans les line-up et tout. À un moment, je me rends compte que j'ai un autre bouquin de Joshua Hickson qui s'appelle The Plot. Donc, on pourra sortir les deux et qui pourront un peu se supporter. Très mauvaise idée, ça a été nos deux plus grosses pointades cette année. Mais c'est deux super bouquins par ailleurs et qui ont eu un très bon accueil critique. Mais c'est le marché du comics qui veut ça. On vend 91% de super-héros, c'est ça les stats? Non, c'est les 3 plus grosses maisons d'édition qui font 91% du marché. Delcourt fait de l'indé, donc il fait partie quand même, c'est 8% de. Et il y a quand même maintenant Panini et Urban ont aussi des produits indés. Mais oui, grosso modo. Pas, donc, tu vois, oui, grosso modo, je pense qu'on peut dire quand même que Harley Quinn, Watchmen et Batman et 70%. C'est à minimum, je dirais, 70 à 80% des ventes qui sont du super-héros. Oui. Voilà. Donc du coup, nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop ce problème-là, quoi, en fait. Et on a un fonds dont on est très fier, dont moi je suis très heureux d'avoir hérité, qui est Scott Pilgrim, Lock and Key, des grosses licences maison, etc. Donc c'est vrai que j'ai trouvé mes 2 petites licences avec Rick and Morty et Tortue, donc je suis pas trop dans ces logiques-là. Enfin, tu vois, jamais on s'est dit allez, on achète par 5 ou 6 pour avoir plein de trucs à sortir plus tard. On y va vraiment à la main. Chaque titre est soigneusement réfléchi, passe au CEP, passe en comité de direction commerciale, en comité de direction éditoriale. C'est quoi ces étapes-là un petit peu Bah, alors ça, c'est propre à nous. Hein. Toutes les maisons fonctionnent pas comme ça. Mais nous, clairement, quand moi, je trouve un titre, je vais parler à ma boss en lui disant, qui est la fondatrice de Milady, donc c'est quand même hyper pratique parce qu'elle a un vrai bagou en comics. Je vais dire, voilà, j'aimerais faire ça. Est-ce que ça te chauffe? Et on s'entend super bien et donc c'est cool. Enfin, tu vois, on est vraiment sur la longueur d'onde, donc ça pose jamais de problème. Après, je vais voir le commercial en disant, est-ce que vous pensez que commercialement, on peut en faire quelque chose? Parce que je vais briser l'omerta tout de suite. Il faut savoir que dans l'édition, la maison d'édition n'a que très peu de poids sur le succès d'un livre en réalité. Le succès d'un livre se fait avec la diffusion et la distribution. C'est comment le bouquin va être présenté au libraire et par qui. Le par qui est très important. Par quel commercial, dans quelle région, etc. Quelles mécaniques vont être mises en place par la diffusion pour que le libraire en achète tant au minimum pour en avoir, je sais pas, mettons 5 le jour de la sortie en point de vente plutôt que 1, par exemple. Et la distribution derrière qui va venir le livrer et tout ça. C'est aujourd'hui le nerf de la guerre de l'édition, il est là-dedans. Nous, notre métier, c'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est juste d'avoir bon goût en fait. Tu vois, le reste, c'est pas tellement de notre sort en vérité. Ou de faire, si on peut être un peu cynique, enfin, ou de faire croire au public que vous avez bon goût. Ça fait mal quand tu le dis comme ça, mais parce que j'ai envie de croire que les bouquins que je choisis sont vraiment. Non, mais je te dis pas pour toi, je dis parce que tous les éditeurs sont persuadés d'avoir un bon goût. Or, on sait très bien que les goûts sont variés. Non, mais... en vrai, aucun éditeur n'est persuadé d'avoir bon goût. Je crois que c'est ça le problème. Tu vois, en vrai de vrai. Non, mais tous les éditeurs sont contents en général croient en leur bouquin, ce que je veux dire, tu vois. Ça, oui. Voilà. Mais t'as envie d'avoir le bouquin que t'as pas eu et qui est parti chez la concurrence. Ça, c'est naturel chez tous les éditeurs. Tu me donnes Berserk demain, je suis l'homme le plus heureux du monde, mais je sais que je ne publierai jamais Berserk dans ma vie. Parce que demain, je déménage au Honduras et que ça se trouve, il est pas encore publié là-bas, tu vois. Et ce qui en plus n'a aucune logique quand tu fais du publishing. Ce serait de la créa, d'accord, là c'est toi qui as amené l'artiste là où il est et tout ça. En publishing, en vrai, tu cherches juste des droits dans une langue, machin et tout ça. Donc, sur l'indé, il y a quand même des politiques un peu de faire découvrir des auteurs, genre que tu peux amener, ou même des artistes, par exemple Joshua Hickson, tu vois. Ça, moi j'ai envie d'y croire, ouais. J'ai envie d'y croire. Mais par rapport au poids de la diffusion et de la distribution, ça ne pèse rien. Mais vraiment, j'exagère même pas, ça ne pèse rien tout ça. Là où on a un vrai input, c'est dans la qualité du livre rendu. C'est-à-dire la fabrication, à quel point nous, la maison d'édition, on investit dans les effets de fabrication, dans la qualité de la fabrication, etc. Où est-ce qu'on le fait imprimer pour qu'il soit solide, pour qu'il craque pas, que la colle soit pas de la merde, tout ça. Donc on évite les spines, par exemple, tu vois, où c'est vraiment toujours très problématique d'imprimer en Espagne. La qualité de la traduction et du texte en règle générale, du lettrage, par exemple. Alors en comics, bon, le lettrage... C'est une question vague parce que il n'y a pas de vraies règles imposées, mais dans le manga, c'est le cas, par exemple, où tu vois, il y a des codes à respecter, des façons de mieux faire que la moyenne et tout. Mais je lisais ce matin un comics des 2 grands éditeurs français, enfin du numéro 1 d'ailleurs, parce que j'ai appris que Panini était numéro 1 sur le marché. Ça fait, Enfin bon, Panini est numéro 1 de toute façon tout court. Mais où j'étais surpris que les onomatopées, pardon, ce qui est une dimension du lettrage, était sous-titré avec une petite astérisque derrière. Alors moi, il y a un truc, ça dit charge, et c'est sous-titré avec une astérisque qui dit charger. Alors, Cimer, merci, j'avais compris.
Et deux, rajoutez un Z, les mecs. Vous avez un graphiste qui bosse dessus, qui fait le lettrage, mettez un Z, tu vois. Et donc, c'est là où on peut se démarquer un peu. Problème, ça n'intéresse que les 500 lecteurs les plus assidus. Et c'est un truc de niche. Là, c'est vrai, on est dans la niche de la niche, tu vois. Et voilà. Après, c'est là où nous, on crée notre propre illusion de bien faire notre travail et qu'on arrive à se convaincre qu'on le fait du mieux qu'on peut, tu vois. Mais est-ce que ça a une vraie importance sur le marché? Là, pareil, je crois que pas trop, en fait. Ok. Donc, on en revient à notre fil conducteur. Donc, on a l'achat droit qui est la première étape. Admettons, il y a un titre indé ultra sexy je sais pas, de Jonathan Hickman. Pas sexy du coup. Non, t'aimes pas ça? Ah merde, je voulais prendre quelqu'un. Moi, je ne trahis pas un secret. Hein. S'il y a des auditeurs de First Print qui nous écoutaient à l'époque de CB, je pense qu'ils connaissent mon désamour pour Hickman. Mais... Bon, alors du coup, on va citer personne comme ça, vraiment, on sera sûr. Mais voilà, t'as un titre indé qui a l'air très très cool. T'as réussi à l'avoir pour, on va dire, 10 000 euros. Quelle est la prochaine étape après pour prendre en compte le coût du bouquin final, sachant que techniquement le coût tu l'as déjà estimé puisqu'il apparaît en minimum en tout cas dans le contrat que tu as signé. Ouais, en fait il y a une étape qui est arrivée avant et qui a défini le montant de l'avance aussi, c'est donc ce fameux compte d'exploitation prévisionnel qui est en fait un tableur Excel avec des formules où on va rentrer le coût de fabrication moyen du bouquin. Donc par exemple un comic book ça s'imprime en hardcover, en cartonné pardon, en relié et en couleur. Donc déjà ça, c'est ce qu'il y a de plus cher sur le marché du livre. Ouais. C'est-à-dire que le broché, c'est beaucoup moins cher, le noir et blanc, c'est encore beaucoup moins cher. Donc ça pèse un coût. Unitaire, parce qu'on connaît bien les tarifs des imprimeurs avec qui on travaille et qu'on a un service de fabrication qui est absolument incroyable et qui est capable de nous sortir ce genre d'infos dans les 5 minutes. On va leur dire, si admettons qu'on en imprime 5000, combien ça nous coûterait à l'unité ? Et donc là, on va faire plusieurs onglets sur notre petit tableur Excel et on va faire un onglet à 5000 exemplaires, un onglet à 10 000, un onglet à 15 000. Et là, on va voir à quel moment il y a un vrai gap qui se passe au coût unitaire d'impression, qui va être de l'ordre de 2 euros, beaucoup plus aujourd'hui parce que là, on est dans une crise avec les matières premières qui est hyper flippante d'un point de vue écologique et même sociétal. Mais du coup, admettons que c'est 2 euros. Pour rester sur quelque chose de carré qui est à peu près le prix d'un bouquin de 130 pages, tu vois, qu'on va vendre nous 14,90 tout ça derrière. Auquel on va rajouter les coûts de trad, évidemment. Donc là, les lettreurs, les traducteurs et les lettreurs ont un prix qui est à peu près le même pour tout le monde. En tout cas, les grosses maisons payent à peu près toute la même chose. Les plus petites maisons, malheureusement, comme c'est très libéral, on fait ce qu'on veut, on paye ce qu'on veut. Mais nous, on paye à peu près tous les mêmes sommes qui sont des sommes considérées comme plutôt élevées, mais je mets des guillemets là-dessus parce que je suis pas traducteur, donc je ne sais pas à quel point ça l'est réellement. Par page, donc en calculant le nombre de pages du bouquin, en fait, ça va nous donner un total et tout ça. Les royautés du traducteur, puisque le traducteur est considéré comme un auteur en France, raison pour laquelle sur Amazon, les traducteurs sont souvent à côté de Jonathan Hickman, par exemple. C'est qu'en fait, on est obligé de les déclarer en tant qu'auteur. Et c'est une des super spécificités de la France, ça permet de vraiment protéger nos prestataires, parce que ces gens-là, nos traducteurs ne sont pas salariés, ce sont des prestats, des freelances. Après, ces droits d'auteur sont très très petits. Ça dépend. Enfin, très petits. Ah oui, il y a des maisons d'édition qui s'amusent avec la loi en donnant 0,10%. Il y a des maisons qui donnent 1%. Alors 1% pour un traducteur, c'est bien. Okay. En vrai, 1% pour un traducteur, c'est bien. Il y en a qui donnent moins que ça, il y en a qui donnent entre les deux. Nous, on donne, je crois, quelque chose comme 0,75 par exemple. Tu vois. C'est considéré, en tout cas moi, des feedbacks que j'ai avec les traducteurs qui évidemment travaillent pour tous les autres groupes, plutôt quelque chose de correct et tout. Donc après, en tout cas dans la norme, quoi. Après, tu vois, c'est un petit chiffre, dire c'est pas 10%, tu vois, c'est pas. Ah non, c'est sûr. Voilà, non, c'est sûr. Bah, même l'auteur n'a pas ça. Parce qu'en fait, les royautés qu'on va payer, on va les payer à l'éditeur qui lui-même va piocher sur ses royautés pour donner un peu de royauté à son auteur. En gros, quand un auteur est publié en France, un Américain, il va toucher 2 à 3% au mieux. Et encore, ça, c'est quand il possède sa propriété intellectuelle. Et donc, il bosse pour Image ou Dark Horse ou IDW ou une maison comme ça. Si tu bosses pour Marvel, je prends l'exemple de Tom Taylor qui me disait ça l'année dernière, il me dit putain, Injustice, j'ai vu les chiffres en France, j'ai touché 0 € dessus, ça fout les morts quand même de bosser pour DC des fois, quoi. Et il a raison. C'est pas normal. Les œuvres de DC devraient, ou de Marvel, hein, c'est la même chose. Les auteurs devraient toucher de l'argent sur ce qui est publié. Enfin, tu vois, c'est le même livre en fait. Il y a juste un traducteur qui est passé dessus, mais c'est leur travail. Donc le fait qu'ils ne touchent rien sur l'exploitation du Big Two, moi je trouve ça dégueulasse. Après, mais ça, c'est une décision qui vient très certainement de la maison américaine. Oui, ça vient pas de l'édition française, ça vient des Américains. Après. Les Français travaillent avec ces auteurs-là en général, ils pourraient quand même. Bon, bref, ça regarde chacun, tu vois. Et ça peut être une stratégie, par exemple, je sais pas, Urban qui bosse beaucoup avec Tom Taylor. Enfin, non, parce que Seven Secrets, c'est chez Delcourt, mais
pourrait dire Tom, tu nous as fait Injustice, ça a été un carton pour nous, on te prend The Deep, tu vois, ou une des séries qu'il a pu faire à côté, vas-y, on te met une meilleure royauté. Un meilleur royauté pour compenser un petit peu ça du coup. compense, Voilà. et tu vas rester chez nous, on te met bien, on te fera venir à Paris, etc. etc. Okay, ouais. Après, donc effectivement, il y a les coûts de marketing, de tournée, tout ça que tu peux imputer à la sortie d'un bouquin. Pareil pour les coûts de commerciaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en PLV? Est-ce qu'on fait des marque-pages? Est-ce qu'on fait des posters? Est-ce qu'on fait du trailer? Est-ce qu'on fait, tu vois, il y a 1000 choses à faire autour. Est-ce qu'on fait des courts-métrages avec des influenceurs? Tu vois, il y a 1000 choses vraiment. Est-ce qu'on investit la Bibliothèque nationale de France avec une affiche géante, une affiche incroyable, très belle, très beau move par ailleurs. Je ne suis pas du tout salé en disant ça. Je trouve ça assez extraordinaire. C'est mortel. C'est juste que tu dis que ça coûte un pognon de dingue pour reprendre les bonnes expressions. Bon, après. C'est leur thune. Hein. Après, tu vois, non, mais après, eux, on comprend aussi, parce qu'on parle de Kazé du coup sur Kaiju 8, mais on comprend aussi qu'ils ont fait un tirage tellement énorme. énorme. Numéro 8, s'il te plaît. Oh, je sais pas, tout le monde se bat. Tout le monde non, se c'est bat. numéro 8, la version officielle. Ouais, d'accord, Kaiju numéro 8, mais voilà, mais forcément, campagne marketing démentielle, mais parce qu'ils ont aussi fait un tirage démentiel. Ouais, ils ont tiré 500 000 exemplaires sur les 2 premiers tomes. Donc, qui implique du coup de vendre beaucoup. Là, c'est vraiment dans leur compte prévisionnel, ils ont fait bon, on a imprimé tout ça, donc il faut qu'on vende tout ça, et donc il faut que ça touche ce nombre de gens. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça touche le nombre de gens? Tu as tout à fait raison dans la logique. Par contre, je rajoute une étape au milieu. On imprime autant, donc on doit en placer. Oui, du coup, oui. Et c'est là ça que va tout jouer, en fait. Et c'est ça qu'on invisibilise et qui est très opaque dans l'édition. Oui. C'est qu'on ne parle jamais de la mise en place. Parce que du coup, je vais te laisser continuer, mais la mise en place, donc c'est effectivement comment les libraires vont prendre les bouquins et les mettre dans leur librairie, tout simplement, dans les points de vente. Parce qu'effectivement, si tu imprimes même, disons, un comics que tu dis, il va cartonner, je fais un tirage à 50 000 exemplaires, qui est énorme. Mais que. En comics, on fera jamais ça. Oui, mais voilà, mais que tes libraires, Walking Dead le faisait pour le coup, tu vois, mais juste Walking Dead. Mais qu'après, en l'occurrence, si t'en imprimes 50 000, mais que tes libraires, ils t'en prennent que 500, t'es niqué. Ouais, c'est ça. Sachant que, et c'est là où c'est si t'en prends 20 000, c'est vachement bien. Et justement, par rapport à cette logique, je vais revenir à mon CEP. Puisque là, on a donc imputé des coûts de fabrication, de marketing, de traduction. Il peut y avoir d'autres choses. Il peut par exemple faire une couverture variante. Donc, on va noter que l'artiste qui fait la variante, on va lui payer la couve de tant d'argent et tout ça. Tout ça va se rajouter au montant de l'avance dont on a parlé au début et va évidemment faire bouger notre point mort et donc l'amortissement. Et à un moment, c'est là où on se dit, bon, ok, l'avance, on peut pas monter si haut parce qu'en fait, on va devoir la baisser un peu pour pouvoir payer ces autres choses-là à l'intérieur, enfin, ces autres coûts, et garder un amortissement autour de 1500, 2000, 2500 exemplaires. En gros, je schématise. Par contre, là où c'est hyper important et ça devient un peu technique et où la mise en place est cruciale, c'est qu'en France, on a la loi Langue depuis les années 80 qui donc fixe un prix unique du livre, c'est-à-dire que la Fnac vend le prix au même livre qu'Amazon et tout ça. Alors après, évidemment, avec les histoires de frais de port gratuits et tout, ça change tout. Mais c'est une question politique là et qui quitte un peu notre giron de maison d'édition. Mais en gros, ça nous a donné des politiques où il était plus intéressant de remplir des rayons avec des mid-sellers plutôt que de se baser sur des best-sellers comme c'était le cas avant la loi Langue, etc., etc. et tout. Je vais aller au plus simple. En gros, chaque bouquin, on va lui imputer un taux de retour de 20%. Parce que c'est la moyenne des taux de retour en France sur une BD. Ça veut dire qu'un bouquin sur 5 que tu vas imprimer, il va en librairie, il va revenir dans les stocks et il va être détruit parce que ça coûte trop cher de stocker un livre. Donc, en plus du taux de retour, on va aussi calculer les frais de stockage. Donc, y a des boîtes qui font ça, et souvent, c'est des distributeurs et tout. Ils ont des grands hangars où ils stockent des bouquins. Ils nous font payer tous les mois le nombre de mètres carrés de livres qu'on a dans leur hangar avant qu'ils soient envoyés. Et ça aussi, c'est un truc que les gens ne savent pas, mais ça coûte extrêmement cher, en fait. Le mètre carré linéaire pour stocker des fucking livres, il est hors de prix. Aujourd'hui, c'est ça qui coûte cher, en fait, dans un livre. T'as un ordre de grandeur pour... Non, mais parce qu'en plus, je peux pas en parler. Parce que déjà, je le dis, tout ça. Et je le dis parce que c'est toi. Parce que ça a été mon combat pendant longtemps d'essayer d'un peu expliquer comment ça fonctionne réellement, tout ça. Après, voilà. Là, on parle de ceux qui font tourner la machine. Donc, voilà. En revanche, du coup, il faut bien comprendre que sur les 5000 exemplaires qu'on va imprimer, admettons qu'on en imprime 5000 de ce comic book-là, qui nous coûte donc 2 € étant à la traduction et tout ça. Là, on va le présenter au diffuseur qui va nous dire « Ok, laissez-nous 3 mois. Dans 3 mois, on vous dit combien on en a placé. » Donc, on a un retour de prospection qui, en gros, se calcule au pourcentage par rapport à ce qu'on a imprimé, où ils vont nous dire « Ok, on a placé 80%
du titre. Donc ça veut dire on a placé 80% des 5000. Donc si je suis pas trop nul en maths, 4000. On en a 4000, ça veut dire qu'on en a 1000 en stock. Ces 1000 en stock vont servir au réassort. C'est-à-dire quand le libraire a vendu ces 2 exemplaires qu'il a précommandés, enfin qu'il a commandé au départ, il veut en recommander pour ravoir cette BD à vendre dans sa librairie. Donc il va aller sur son petit logiciel de son distributeur et diffuseur et il va dire ok, j'en reveux 2. Et là il voit combien il y en a en stock et machin et tout ça. Ce qui lui permet de gérer le futur sold out et tout ça. Et ce qui malheureusement permet aussi à certains de spéculer en fait. Donc ça va nous coûter de l'argent, ceux qui vont être en stock. Donc nous, le but, c'est que ce stock soit reparte en librairie le plus vite possible. Donc en fait, qu'on vende les 4000 premiers et que ça reparte en librairie le plus vite possible, sachant que là, on parle d'un maillage territorial. Là, on rentre dans de la démographie et de la géographie. C'est pas parce que tu as vendu les 5 exemplaires à Marseille, parce que tel libraire est fan de cette série, que les autres libraires vont les avoir vendus sur ta mise en place initiale. Ouais. Donc c'est là où il y a un vrai intérêt de suivi et qu'il y a des petits réassorts qui se font à droite, à gauche et tout. Tu vois ton stock qui diminue, donc ça te coûte un peu moins cher. Enfin, en fait, dans cet espace de mètres carrés, tu vas mettre d'autres bouquins et tout ça. Jusqu'à épuisement. Et donc là, tu te demandes, est-ce que par rapport à la vitesse à laquelle on a vendu les bouquins de la mise en place, ça vaut le coup de réimprimer? Est-ce qu'on pense que ce qu'on va réimprimer, on va réussir à le vendre? Là, tu dis oui, non. Et c'est pour ça que des titres ne sont jamais réédités. En fait, c'est parce que l'éditeur dit, bah non, en fait, il faut que j'en refasse 5000 minimum. Non, 2000, admettons. Il faut que j'en refasse 2000 minimum pour que ce soit rentable de réimprimer, parce qu'il y a une économie d'échelle dans l'impression. Et je ne peux pas en faire 2000 parce que je sais que je vais en vendre que 500. En gros, j'ai la certitude, tu sais, c'est un peu au doigt mouillé, mais quand même, on arrive à analyser des chiffres et il y a beaucoup de data dans l'édition. Ouais. Donc on arrive à se dire, bon attends, on a mis 1 an à vendre les 4000 premiers, si on en remet 2000, on n'est pas sûr de les vendre, tu vois, parce que c'était très long de les vendre. Et bien entendu, jamais tu peux faire des tirages trop bas parce que le coût unitaire devient trop élevé. Sinon, le coût unitaire explose. Et particulièrement aujourd'hui, on a cette crise de matières premières où on est obligé de tirer le plus haut possible pour étirer ses prix de coût unitaire vers le bas, et en même temps prenant le risque de dire oui, mais du coup ça va nous coûter en stock, ça va nous coûter en prise de risque de si personne ne veut de ce bouquin, il va y avoir 70% de retour, et ça va nous coûter les yeux de la tête, et en plus on va devoir tout détruire. Ce qui est le vrai drame, mais malheureusement l'édition n'en est pas encore à se poser la question écologique, à mon grand dame. Mais voilà, moi les retours qui sont détruits parce que ça coûte trop cher de les stocker, ça me tue. En fait, je me dis, il faut qu'on trouve une solution. On l'avait déjà abordé en plus, ouais, je m'en rappelle. Exactement. Et après, là, on est pessimiste depuis tout à l'heure, mais tu as aussi le phénomène inverse. Nous, on fait Thomier, on imprime 10 000 la première fois. Bon, il s'avère qu'il y a un phénomène de merde un peu qui nous est tombé dessus. Amazon en a commandé 5000 une semaine avant, et donc on s'est retrouvé un peu, tu vois, jamais ça n'arrive, 5000 c'est énorme, hein, même pour Amazon. Et donc on s'est retrouvé avec plus de quoi, tu vois, servir tout le monde et tout. Donc là, le distributeur fait ce qu'on appelle des coupes, et en fait, quelqu'un qu'on avait commandé 10 n'en aura que 5, et il en aura 5 sur la prochaine réimpression, etc., etc. Et ça, du coup, ça fait des libraires qui gueulent, peut-être. Et ça fait des libraires qui gueulent, donc comme nous on n'aime pas ça, et que chez Brajlon on est une boîte indépendante qui tient énormément à son maillage de libraires indépendants, puisque Amazon etc., c'est pas vraiment nos clients principaux chez nous vu qu'on fait du genre et de la niche, évidemment on a réimprimé avant même la sortie pour qu'il n'y ait pas de rupture, etc., etc. Et là c'est la bonne nouvelle, puisque tu te retrouves à avoir recoupé ton avance très vite, à payer des royautés, mais t'es très content de les payer, et du coup à réimprimer. Et là on en a la 5e impression, enfin tu vois, on comprend pas trop ce qui nous arrive, et Dieu merci, il y a encore des succès d'édition qui permettent de positiver un peu tout ça, et qui en plus pose des questions structurelles, à savoir, et si on avait imprimé 30 000 au début, tu vois, oui, mais du coup on n'aurait pas fait le même lancement, on aurait fait un lancement beaucoup plus en grande pompe et tout ça, et ça se trouve, ça, du coup ça aurait pas pris, donc là on aurait le stock et machin, et ça nous aurait coûté les yeux de la tête, on aurait pris du retour, et le bouquin aurait pas si bien vécu. Parce qu'évidemment, le grand regret, notamment des services de fabrication, quand tu es à la 5e impression en 3 mois, c'est de dire putain de merde, mec, on a payé 5 fois des coûts unitaires hyper élevés parce qu'on n'avait pas des énormes tirages. Alors que si on avait fait un très gros tirage, on aurait eu un coût unitaire tout rikiki, on aurait eu une marge beaucoup plus grande, et on aurait pu s'éclater, etc., etc. Bon, en l'occurrence, on n'est pas dans une boîte qui est très contrôle de gestion, comme on appelle ça. Dans l'édition, donc on regarde pas aussi précisément que ça avec ce genre de logique. Ça, c'est des logiques qui vont s'appliquer à Blake et Mortimer, Astérix, c'est les trucs que tu es sûr de vendre à 200, 300, 1 million d'exemplaires en librairie, les très très gros lancements, quoi. Et tous les bouquins ont des typologies et des comportements commerciaux très différents, tu vois. Je sais pas, je pense que Kana, il s'arrache un peu les cheveux sur Goldorak, par exemple. Est-ce que Goldorak, c'est trop tard en 2020? Mais en même temps, on a Bajram et Dorisson. En même temps, on fait de la BD hybride et tout ça, mais c'est pas du manga. Est-ce qu'on va nous le reprocher? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Du coup, moi, j'aimerais pas être à leur place de se dire combien j'en imprime, combien on essaye d'en faire placer, parce qu'il y a aussi une relation entre l'éditeur et le diffuseur qui est de dire est-ce que tu peux m'en placer autant, s'il te plaît? Et là, le diffuseur se dit attends, là, ton titre, c'est pas un cadeau, je vais pas réussir à t'en placer 7000. Et par contre, des fois, le diffuseur va dire non, ça,
toi tu vas en placer 7000, moi je vais en placer 10 parce que je sens, moi diffuseur, que ça va cartonner, parce que je connais les libraires car je travaille avec eux tous les jours. Et malheureusement, c'est une réalité, quand tu deviens éditeur, souvent tu t'éloignes un peu du réel et des librairies et du fonctionnement du quotidien et tout. Je me force à aller en librairie vraiment comme ça fait partie de mon travail aujourd'hui et dans le plus de librairies possible pour garder ce contact avec le réel et à quoi ressemblent les linéaires, à quoi ressemblent les sorties et tout ça, tu vois, regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche et tout, parce que t'as vite fait de perdre de vue ce truc-là, quoi. Et donc d'analyser quels sont les gros lancements et tout ça. Tout n'est pas Kaiju numéro 8 avec 250 000 exemplaires. Là, on parle du plus gros lancement ever pour du manga. Bon, évidemment que derrière, les mecs, ils ont un budget market qui est foufou, quoi. Et voilà, en gros, bon, ça fait beaucoup d'infos, hein, je suis désolé, c'est peut-être... C'est sûrement dense, mais les gens peuvent réécouter au ralenti pour tout avoir. Mais il y avait quand même ce point du prix de vente minimal dans le contrat. Est-ce que celui-là, du coup, jusqu'à quand en fait, il peut vraiment fluctuer avant que ce soit décisif? Puisque là, on a vu, donc tu es avec ton fameux tableau Excel qui est quand même la grosse étape, mais après, il y a plus une fois que tout le tableau Excel a bien été complété, vous vous arrêtez ensuite sur le prix de vente et celui-là ne bouge plus. En fait, dans le tableau Excel, dans la majeure partie des cas, il n'y a que 3 données qui vont vraiment bouger. C'est le tirage, ouais. Le prix de vente et l'avance. Ouais. Et en fait, c'est un espèce de produit en croix entre les 3 qui donne un amortissement idéal et un investissement de la boîte, de tous les services de la boîte et du diffuseur et du distributeur derrière, optimal par rapport à la typologie du titre. Parce que du coup, le coût de la diffusion et de la distribution est aussi pris en compte dans ce tableur Excel par rapport au prix du bouquin. Ça, c'est une bonne question. Il l'est de fait par les taux de retour qu'on envisage. Et des fois, tu n'as pas de taux de retour. Des fois, tu n'as pas de retour. Des fois, tu as des bouquins, ils sont sold out en un mois, tu as 0 retour. Zéro, ça n'existe pas. Ouais. Mais tu as toujours un libraire qui, même si c'est le bouquin qui est sold out partout, lui, il ne l'aura pas vendu, il va te le renvoyer et tout ça. Mais tu as des fois des taux de retour à 1%. Et des fois, tu as des taux de retour à 95%. Ça, c'est déjà vu, en fait. Des bouquins qui sortent, qui vendent 50 exemplaires et qui sont renvoyés d'office par FISA, parce que d'office c'est un terme dans l'édition, oui. FISA par le libraire, et parce que le libraire voit bien qu'il ne le vendra pas ce truc-là, parce que soit c'est mauvais, parce qu'il n'en veut pas, parce que machin. Parce que sa clientèle n'est pas intéressée. Et là, le titre aurait, c'est triste à dire, mais aurait mieux fait de ne pas sortir en fait, parce qu'il a fait perdre de l'argent à tout le monde. Et l'auteur n'en gagnera jamais, puisque de fait son bouquin ne se vendra pas. Il aura eu son avance, mais elle ne sera jamais recoupée, quoi. Et c'est là où on assiste en ce moment à un petit changement de paradigme. Il y a beaucoup de changements de paradigme dans l'édition au global en ce moment, et c'est pas fini, mais il y a un changement de paradigme avec le coût des matières premières qui est réel. Si vous voyez autant de bouquins décalés en ce moment, c'est parce que vraiment, il n'y a plus de carton, il n'y a plus de papier, c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'il coûte infiniment plus cher parce qu'il y en a vachement moins qu'avant. Pour vous donner une idée, un container qui venait de Chine, nous on n'imprime pas en Chine, mais en l'occurrence, j'en parlais avec un collègue qui lui fait imprimer des livres en Chine, c'était 2 500 € l'année dernière, c'est 25 000 € maintenant. Voilà, pour la même contenance. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, on parle en mètres cubes, ça reste de l'industrie, quoi. Et donc imagine. Et ça, c'est-à-dire qu'imprimer ton bouquin te coûte, enfin, et le faire venir, du coup, te coûte 10 fois plus cher. Exactement. Et mais c'est tu là peux pas multiplier ton prix de vente par 10. C'est là où on assiste à un truc hyper cynique, c'est qu'en général, c'est pas les plus vertueux qui étaient partis en Chine pour faire imprimer leurs livres, parce que c'est un désastre écologique de faire venir des livres en charter et tout. Ouais. Et il y a des imprimeurs qui font très bien leur travail en France. Et ces gens-là, du coup, n'arrivent plus à travailler avec la Chine. Et comme c'est des gros groupes, en fait, ils passent devant les autres quand ils reviennent en Europe pour faire imprimer leur bouquin en Europe, ce qui est dégueulasse. Les mecs ont abandonné le navire, reviennent et ils demandent de se remettre à la barre et tout. Et bon, malheureusement, c'est là où il y a aussi une économie d'échelle entre est-ce que tu as un petit indé ou est-ce que tu as un énorme groupe d'édition, quoi. Bon, ça, on peut pas y faire grand-chose. Mais par contre, avec cette crise de la matière première, on est obligé d'imprimer davantage qu'à l'époque. C'est-à-dire que ce fameux truc qui, moi, a un peu tendance à m'agacer de on imprime 3000, on espère en vendre 2000, et si d'aventure ça marche, on sait jamais. Tu sais, c'est un peu le truc de je lance plein de graines et s'il y en a une qui sème, tant mieux, mais il y en a 80 qui vont pourrir à côté. Donc on parle quand même de 80 auteurs, ou en tout cas peut-être même 160 du coup, s'ils sont 2 dessus au scénario, dessin et tout, qui ne toucheront jamais autre chose que la petite avance qu'on a bien daigné leur donner alors qu'ils ont bossé 1 an. Faut savoir qu'il y a des auteurs qui sont payés 5000 € pour 1 an de travail quand même, c'est une réalité, en ayant en plus des charges à payer parce que les mecs déclarent en indépendant et tout ça, et le RSI et tout le bordel. C'est honteux. Ces gens-là, leur graine va pas semer. Ils vont avoir un historique dégueulasse auprès des futurs éditeurs avec qui ils vont vouloir travailler, parce qu'on va leur dire non mais ton bouquin là, frère, t'en as vendu 500, merci mais non merci. Et c'est comme ça qu'on brise des carrières. Ça, c'était le petit aparté, parce que ça touche plus en création du coup, en tout cas, que sur l'achat. Davantage en création, là je parle beaucoup plus de franco-belge que publishing. Le publishing, bon, en général, les auteurs n'y comptent pas vraiment, hein. Ils comptent sur leur marché local pour vivre et mettre à manger sur leur table chez eux. Le publishing, c'est un petit bonus en plus, et tant mieux si ça prend des proportions énormes, comme ça peut être le cas de Saga ou de très gros titres. Mais enfin, énorme, faut toute proportion garder. Mais du coup,
le manque de matières premières nous oblige à tirer plus. Et donc, j'ai presque envie de dire à travailler un peu mieux sur le potentiel réel de chaque titre qu'on sort. Et donc, un titre qui n'a pas de potentiel aura moins de chances de sortir en 2022 qu'en 2018. Tu vois, en 2018, il serait sorti, en 2022, on dirait, bah non, autant pas le sortir, tu vois. Et on va assister à ça. C'est la suite, là. On est en plein dedans en ce moment, c'est la suite. Une raréfaction de l'offre, alors, dans le publishing aussi Je sais pas, parce que l'intérêt des gros groupes, c'est d'être le plus présent possible en rayon et d'assécher la concurrence. Et des gros groupes, il n'y en a pas 50, ils se battent comme des kaiju, tu vois. Et c'est jusqu'à ce que le dernier tombe. Mais voilà. Donc, eux, leur intérêt, ça va être de continuer de faire des opérations avec des livres à 3 € chez Carrefour, des trucs qui vont paupériser les auteurs à mort. Enfin, tu vois, c'est malheureusement, hein, c'est hyper triste à dire, mais ça va continuer pour prendre plus de place dans les librairies et tout. Ce qui change quand même, c'est que depuis le Covid, Amazon a pris des parts de marché démentielles, la Fnac aussi, parce qu'il y a Fnac.com, et que du coup, la question du linéaire en librairie se pose moins que à quel point on travaille bien avec Amazon. Et Amazon, c'est Amazon. Hein. Amazon, c'est eux qui décident. Tu vas pas leur dire combien de tomes prendre, c'est eux qui disent, et tu as plutôt intérêt de les livrer si tu veux qu'ils commandent encore dans le futur et tout. Et il y a un changement aussi de paradigme là-dessus. Après, ce qui est horrible, c'est que les premiers qui vont le payer, c'est les libraires indépendants. Et donc, je le répète depuis 15 ans, achetez chez un libraire indépendant. Il n'y a rien de plus important. Je vous jure que vous faites un acte politique en achetant vos livres chez un libraire indépendant. Oui, des fois, tu n'as pas envie de bouger ton cul et tu veux recevoir ton slam dunk demain chez toi. Mais non, non, prends ton vélo, va chez ton libraire et achète-le chez lui. Vraiment, parce que tu vas aider quelqu'un, tu vas aider des méthodes de travail derrière, tu vas faire en sorte que la prochaine fois ton édition sera moins dégueu, et etc., etc. En fait, il y a vraiment un cercle vertueux là-dedans, et qui malheureusement passait à la moulinette des grands trucs de e-commerce. Mais en fait, on dit les grands trucs de e-commerce pour pas vexer le big A, mais en fait, il y a qu'Amazon, parce que bon, la Fnac, ils ont surtout les points de vente physiques et leurs parts de marché sont cumulées entre .com et le physique. Donc bon, on sait jamais trop quelle est la répartition égale. Exact, pardon. Mais voilà. Par contre, oui, théoriquement, il devrait y avoir un phénomène de raréfaction de l'offre. Naturellement, on devrait tendre vers ça. Mais ça, c'est un truc qui dépasse l'industrie du livre. Il n'y a plus de matière première dans le monde. Donc, on devrait arrêter de produire des vêtements et plutôt mettre en place des systèmes comme Vinted, mais un peu plus officiels et des trucs comme ça. On ne devrait pas racheter des meubles dès que le truc a un petit pet ou machin. Aujourd'hui, je pense que les gens le voient, cette raréfaction du bois. Ikea n'arrive plus à produire de Billy, par exemple. Il n'y a plus de Billy chez Ikea. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce que les fameuses bibliothèques bon marché. Exactement. De Ikea. Parce que les Billy sont produites en Chine. Et donc, tout leur grand discours de on produit tout avec du bois suédois, en Suède, made in Sweden, machin, en fait, il a volé en éclats quand on s'est rendu compte que les mecs qui produisaient tout ce qui est aggloméré, en fait, c'est en Chine. Ouais. Et c'est avec des giga-conteneurs qui leur coûtent trop cher. Et c'est pas tellement qu'il y en a plus et qu'ils veulent plus le produire, c'est que ça leur coûte trop cher de le produire par rapport au prix de vente. Donc, plutôt que s'aliéner des acheteurs qui n'accepteraient pas d'acheter leur Billy 80 €, ce qui devrait être le prix réel du truc, ils préfèrent dire il y en a plus et ne plus en faire. Comme ça, ils dépensent pas d'argent non plus. Ils vont se focus sur d'autres choses et tout ça. C'est la même chose avec la viande qui devrait pas être vendue à un steak. C'est horrible à dire, mais ça devrait pas être vendu 2 €, ça devrait être vendu 8 €. Tu vois, c'est la réalité écologique du monde, du futin de jours de dépassement et de toutes ces questions-là. Et malheureusement, les gens qui fixent les prix, ils payent pas leurs impôts. Donc il faut s'attendre à ce que le prix des bandes dessinées, même pour du publishing, augmente d'ici l'année prochaine. Ah oui, c'est une certitude. C'est une certitude. Nous, on n'a pas encore eu cette discussion en interne, mais je sais que ça va arriver. Et comment on me l'a présenté ça il n'y a pas très longtemps. J'espère qu'il va pas se reconnaître, comme je l'aime bien. Pour nous le dire poliment, à nous éditeurs qui sommes en gros, nous on est un peu du côté des auteurs et des lecteurs, tu vois. Globalement, c'est comme ça qu'on est vu par les autres gens dans les maisons d'édition et par les diffuseurs, les distributeurs et tout, et c'est normal. Mais en gros, on nous a dit il y aura une problématique prix dans un futur proche à cause des matières premières et tout ça et tout ça. Ce qui veut juste dire nous on va perdre en marge, parce que on parle de points de marge en moins puisque ça te coûte plus cher. On va le récupérer sur le prix de vente. Et alors là, attention, ça va être le carnaval de l'enculerie. Ah non mais vraiment, il y a des trucs qui vont prendre 8 € alors qu'ils auraient dû en prendre que 1, mais parce qu'on estime que sur cette typologie là on est sur un lectorat qui a du pouvoir d'achat, que ça va pas déranger de passer de 17 à 24,90. Je schématise, hein, c'est peut-être pas la réalité, mais les répercussions des changements de prix, des augmentations de prix ne seront pas du tout calculées au réel de ce que nous on paye en face, puisque de toute façon on va faire que de payer de plus en plus cher nous de notre côté
la fabrication, puisque on va pas, tu vois, il n'y a pas des forêts qui vont pousser demain comme par magie, quoi. En gros, pour le dire simplement, même si c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Et donc le prix va un peu prendre de l'avance par rapport aux futures augmentations des coûts que nous on a de notre côté. Et alors là, ça va être la foire. Mais tu penses pas Mais qu'il y le a... marché se régule entre nous. On va regarder ce que font les autres et on fera comme les autres, en fait, tout bêtement. Parce que tu penses pas qu'il y a une façon aussi, je veux dire que même si techniquement ça coûte plus cher, de baisser en fait le pourcentage qui revient à la structure éditoriale. Faut savoir que par exemple, mettons que là pardon, je perds mes mots, ton Bitterroot à 17,90 machin, il y a, je sais pas, c'est combien le pourcentage qui revient à la maison d'édition en général c'est le vrai sujet, du coup. C'est que aujourd'hui les gens ont l'impression que. Non, mais tu sais, on a 8 à 10% pour les auteurs, t'as machin, et l'éditeur. En moyenne, un éditeur, c'est entre 15 et 20. Voilà. Donc c'est très rarement au-dessus de 20, jamais en dessous de 15. Donc, mettons on est en moyenne à 16-18, quoi, tu vois. Voilà, que c'est les 15% de ce prix de vente-là. Est-ce que vous passez pas, du coup, à 13 ou à 10 ? Bon, ça me paraît beaucoup de baisser de 5%. Non, parce que sinon, derrière, il y a des licenciements dans la maison, tout simplement. Parce que les maisons d'édition, elles sont quand même à un équilibre qui est un peu en céphalogramme plat, hein, tu vois. On essaye de pas perdre d'argent à la fin de l'année, en fait. L'édition, il y a des grands groupes où c'est différent, mais quand tu es une maison indépendante comme Brajlon, à la fin de l'année, c'est une victoire si t'as pas perdu d'argent, tu vois. Donc, et vraiment, et de toute façon, toute l'industrie, même dans un monde capitaliste, ne devrait pas tendre vers la croissance. Mais ça, c'est la règle économique de base. C'est le grand mensonge avec lequel on vit. Une entreprise, ça sert à mener à bien une activité. Donc nous, en l'occurrence, c'est produire des livres et à rémunérer les gens qui vont faire cette activité. Après, si tu veux prendre un peu de croissance, faire un peu de marge, tant mieux, évidemment. Je veux dire, enfin, tu vois, on va pas être neuneux. On fait pas rêver d'un monde non lucratif non plus. Mais en revanche, si les, admettons, 5 à 6% supplémentaires qu'on va payer pour la fabrication des bouquins sont dégrévés des 16% du net éditeur et qu'on ne tombe qu'à 10%, bah non. Je veux dire, demain, si vous en vendez je dis au revoir à mes collègues si c'est le cas, tu vois. Sauf si vous en vendez beaucoup plus, que vous avez un carton, parce qu'il y a quand même aussi des phénomènes de hits qui permettent justement de soutenir le reste. Ouais, mais du coup, si tu fais que des hits, c'est les auteurs qui mangent plus derrière. C'est pour ça que c'est un équilibre fragile en fait, parce que du coup, tu produis beaucoup moins de livres et tu fais que les hits, tu vois. Donc tous les mecs que tu veux lancer, tu les lances plus et tu prends plus de risques. Et en tout cas, ton diffuseur te dira non dès qu'il y a la moindre prise de risque, parce que il faut faire des hits pour. Tu vois, je comprends le côté économie d'échelle. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, vaut mieux en vendre plus à 10% que pas beaucoup à 16%. Mais la réalité, elle est pas comme ça. C'est pas forcément ça. C'était mon idée que si t'as un hit, ça te permet quand même, vu que t'en vendras beaucoup plus, en fait, de soutenir le fait que tu prendras moins sur les ventes des autres. Alors, je comprends que c'est comme ça qu'on imagine les maisons d'édition, c'est-à-dire ton gros succès. Nous, on va prendre Rick and Morty ou Lock and Key, va payer pour The Plot et Shanghai Red qui sont plantés. En fait, ça marche pas comme ça. Shanghai Red et The Plot, ils ont leur économie propre, chacun. Et effectivement, l'argent qui va être gagné sur Rick and Morty ou Lock and Key va être réinvesti dans la boîte pour peut-être des trucs que moi je suis même pas au courant, tu vois. On va développer, je sais pas, demain on se mettrait à développer la Bitlead. Bon, c'est un truc qu'on a fait il y a longtemps, mais peut-être que cet argent-là va servir à développer la Bitlead parce que c'est une logique de boîte aussi. Tu vas développer du young adult en format souple. Voilà. Oh, j'ai un petit commentaire à faire là-dessus. Non, j'ai vu que ça ressortait en hardcover, bah c'est bien. Non, en fait, le vrai sujet là-dedans, c'est qu'on a l'image de l'éditeur qui se gave, qui se roule dans des piscines de billets et tout. Je vous invite une fois de plus à regarder le camembert de l'édition, à regarder bien quelles sont les répartitions et qui prend quoi. L'éditeur, c'est celui qui mange le moins bien après l'auteur. L'auteur est clairement la personne la plus lésée dans l'histoire, mais la maison d'édition est la deuxième la plus lésée. Parce que c'est une réalité. Parce que c'est la distrib. Et Dieu sait que j'aime les libraires. Hein. Je pense que je le répète assez. J'ai été libraire, je vais tout le temps en librairie indépendant, je m'entends trop bien avec eux. Mais les libraires, ils ont quand même l'avantage d'avoir la part du lion, c'est-à-dire entre 40 et 45% du prix de vente du livre en marge nette pour eux. C'est quelque chose auquel vous pensez aussi quand vous établissez le prix d'un bouquin. Vous dites aussi il faut qu'on fasse manger les libraires ou pas? Enfin, je pense pas non plus. Mais... Non, c'est plus dans la politique après de refuser de faire des partenariats avec telle grosse marque pour privilégier des partenariats avec des libraires par exemple. Et on a eu littéralement le cas ce matin sur un truc Mangetsu et je suis très fier qu'on prenne cette décision de dire non à la grosse marque pour aller plutôt faire ça pour tous les libraires. Mais ce que je veux dire, c'est que sur tous les livres, toutes les BD, hein, ça c'est un truc que nous on a, c'est la remise éditeur en fait. Enfin c'est la remise diffuseur-distributeur que le libraire va négocier avec la diffusion et la distribution. Donc avec Hachette ou Média Participation ou Interforum ou qui que tu veux. En gros, on va mettre ça à 40%. Ça va de 38 à 45.
Cette remise, donc, qui est la marge nette que va dégager le libraire sur le bouquin, elle est hyper conséquente par rapport au fait que nous, on va toucher 16% et l'auteur entre 8 et 12, s'il est bien loti à 12 et 8 si c'est normal. Il y a même des auteurs à 6 ou 7, faut le savoir quand même. Et c'est scandaleux. Et en plus, le libraire, il a le droit de retour. C'est-à-dire que ce qu'il ne vend pas, il peut le renvoyer à son diffuseur-distributeur et se faire rembourser dessus. C'est ça qu'il est remboursé aussi, c'est ça. Donc, tu vois, un paramètre à prendre en compte. On ira en parler aussi avec des libraires. C'est un paramètre hyper important. Alors, je sais que, et pour l'avoir fait moi-même, les libraires vont dire c'est pas si simple que ça, et c'est vrai, c'est pas si simple que ça. Ira le faire, notamment parce qu'ils sont noyés de nouveautés, tout ça, tout le temps et tout. Et donc, c'est très dur d'estimer, et déjà de le lire, et ensuite d'estimer un peu ce qui va faire tourner leur librairie et tout. Mais ils ont quand même la part du lion, plus le droit de retour. Alors que nous, les retours, ça va nous coûter de l'argent en plus, qui peut du coup devenir un désastre économique, qui va peser sur les 16% de marge éditeur, et donc qui va transformer déjà cette marge à 10%, par exemple. Si on prend 50% de taux de retour sur un bouquin qui n'a pas très bien marché, notre marge, elle va chuter à 10%. Donc si derrière, en plus, tu as pris 6% de plus de coûts au départ, juste pour imprimer ton livre, tu es à 4% de marge éditeur. Je connais pas beaucoup d'éditeurs qui vont s'amuser à publier des livres si tu gagnes 4% à la fin. Ils vont dire non, c'est trop d'efforts pour rien. Et ça, c'est une logique qui se débat. Je suis pas trop d'accord avec ça parce que je suis un afro-gaucho qui pense qu'il faut arrêter de vouloir tout le temps la croissance. Mais c'est la réalité. Parce qu'après, il y a tous les efforts que tu vas faire sur un livre qui fait 4%, c'est des efforts que tu fais pas sur un livre qui, à l'inverse, pourrait devenir un carton et donc te faire une marge nette à 16% très intéressante parce qu'en volume, tu vas en vendre 100 000 par exemple. Voilà. Je sais pas, encore une fois, c'est très clair parce qu'il y a beaucoup d'économies d'échelle et tout, mais voilà. Donc, la réplication de tout ça sur le prix, nous, ça fait que typiquement, c'est pas une info, parce qu'on n'en a pas discuté encore en interne, mais il n'est pas impossible que Bitterroot tome 3 coûte 19,90 €, parce que nous, le livre qui nous coûtait 2 € pour reprendre l'image de tout à l'heure, nous en coûte 5 aujourd'hui. Parce que c'est de ça dont on parle. Les augmentations, là, en matière première, le danger réel, sans vouloir faire le mec alarmiste, c'est qu'en 2030, il n'y ait plus beaucoup de BD qui sortent, en fait. Parce qu'il n'y aura plus les matières premières. Donc, il n'y aura que les très riches qui font que des trucs qui sont sûrs de marché, qui auront les moyens d'imprimer des bouquins. Et parce que vraiment, on a eu une presse, on était en séminaire la semaine dernière, il y a certains aspects, notamment la colle de la pâte à papier. Oui. C'est un truc que les gens ne le savent pas, mais il y a une colle, il y a une pâte à papier, quoi, en gros, qui est produite en Amérique du Sud en règle générale et tout. C'est plus de 450% d'augmentation depuis le Covid. 450%. Alors certes, c'est pas le poste de dépense le plus cher dans la fabrication. Mais bon, 450%, au moment, tu vas douiller quand même. Même si ça te coûte 10 centimes au départ, ça va finir par te coûter 45 centimes, du coup, tu vois. Et ça, plus ça, sachant qu'il n'y a rien qui n'a pas augmenté. Tout a augmenté. Tous les postes de dépenses ont augmenté. À la fin, moi, quand je vois les nouveaux coûts de fabrication par rapport à quand j'ai commencé en 2017, je reconnais pas mon métier presque, tu vois. Et donc, je me dis, effectivement, si ça continue à ce rythme-là, dans 5 ans, est-ce qu'on aura vraiment vocation à continuer à publier Shanghai Red ? Ben non, la réponse est non. Aucune direction ne me laissera publier un truc comme ça, alors qu'ils savent très bien qu'il y a plus de risques de perdre de l'argent que de faire 1% de bénéfices, tu vois. Donc, et qui préféreraient du coup qu'on s'attelle à des trucs qui sont un peu plus sûrs de marché. Mais après, sûrs de marché, malheureusement, on en arrive au constat terrible, et j'aime pas trop incriminer qui que ce soit, mais 80%, pour reprendre tes termes, des ventes, c'est du super-héros, donc la même histoire en boucle depuis des années, avec un vrai déficit de curiosité et tout ça. Et donc on publie des bouquins dans le vent, on publie tous des petits chefs-d'œuvre et tout le monde s'en branle et on est une niche à dire ça c'est génial et tout, mais ça perce pas. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ça ? Écoute, j'en ai aucune foutue idée. On a essayé par tous les moyens, par le journalisme, par la librairie, par l'édition, et j'ai toujours pas trouvé la solution et personne la trouve. Donc, et tout le monde est dans une espèce d'urgence parce que tout ça, c'est une grosse roue. Tu vois, faut imaginer la grosse machine et la grosse roue qui tourne et qui doit tourner. Si elle s'arrête de tourner, c'est 50 personnes, 50 salariés sur le carreau. Donc, c'est 50 familles détruites. Et il en va de même avec les artistes. Et il n'y a pas de modèle alternatif qui peut exister aujourd'hui. Ouais, pas pour l'instant, non. Non, mais même pas tout court, en fait. Et je suis vraiment pessimiste du coup. On l'avait un petit peu abordé la dernière fois ensemble, mais tu disais de toute façon qu'il fallait revoir de toute façon tout le système de l'édition, en fait. De toute façon, il y a une façon systémique de fonctionner qu'il est nécessaire de rediscuter avec tous les acteurs. Ça ne se fera pas parce que non, mais après, c'est un peu l'effet de Dunning-Kruger de dire ça, parce que je connais pas bien le monde de la diffusion et de la distribution, donc
je peux pas parler à leur place et dire il faut réinventer ça. En revanche, ce que je vois, c'est que oui, il y a des aberrations et que aujourd'hui, faire de l'auto-édition, c'est devenu quasi impossible, à part si tu as envie de faire des colis pendant un mois après avoir bouclé un projet déjà avec tu vois, des larmes, du sang, de la sueur. Et que du coup c'est pas viable, et en même temps j'ai envie moi et puis en plus en l'occurrence je bosse bien avec mes diffuseurs et mes distributeurs. J'ai pas le même diffuseur sur iComics et Mangetsu, et je m'entends très bien avec les deux et avec les deux équipes commerciales, et c'est vraiment des gens adorables, des vrais passionnés et tout. Donc le problème il est systémique, il est pas dans les gens, tu vois, il est pas même dans les têtes, dans les Illuminati de l'édition qui se partagent un départ de marché gigantesque, il est pas là le problème. Le problème, pour moi, mais je suis content parce que Stéphane Beaujean, qui est quelqu'un que j'estime quand même beaucoup, on se connaît pas très bien dans la vie, mais qui est donc le ancien directeur artistique d'Angoulême, libraire chez Apum Bapoum, qui est aujourd'hui à la tête de Dupuis, fait le même constat. La loi Lang a créé un monstre, et j'osais pas le dire pendant longtemps, mais je le pense aujourd'hui. La loi Lang a créé un monstre. C'est à cause de la loi Lang qu'on a arrêté de vouloir faire des giga succès qui étaient des histoires et des auteurs sur lesquels on comptait, et qu'on a commencé à vouloir vendre 2000 exemplaires de tout ce qui passait sous la main, parce qu'on savait qu'en sortant 80, il y en a 2 qui iraient beaucoup plus haut, et que tant pis pour les 78 autres. Et ça, moi, je ne peux pas me résoudre à ça. Mais vraiment, hein, sous la torture, je ne peux pas me résoudre à sacrifier 78 bouquins et donc 78 auteurs pour en rendre riche 2, en fait, ou 4 s'ils sont 2 dessus. Et ça, je peux pas l'accepter. Et malheureusement, c'est l'enfant de la loi Lang et du système des retours, et du fait que la prise de risque, elle est quand même, elle est réduite à 2000 exemplaires là où elle était à 10 000 avant, par exemple, tu vois. Alors oui, ça a permis à des petits éditeurs de faire des trucs plus niches, et à des lézards noirs, par exemple, de se développer. J'en sais rien, je dis lézards noirs, mais pour que les gens aient une image un petit peu de ceux dont je parle. Pour prendre Delirium pour l'exemple du comics. Ou Delirium, voilà, par exemple. Mais je suis même pas sûr, parce qu'en l'occurrence, Laurent de Delirium, que je connais mieux que Steph du Lézard Noir, il fait tout avec ses sous, et il demande pas 1 euro au CNC. Au CNL, pardon. Ouais. La tête dans le ciné. Mais c'est la même chose, hein, c'est de la subvention en gros qui t'aide à faire ton livre s'il a les bonnes raisons d'exister, à leurs yeux, encore pareil. Et donc en fait, c'est tout le paradoxe du truc, c'est que plus t'es indépendant en fait. Tu sais, c'est un peu la maladie de l'indépendance. Et non, ne m'aidez surtout pas, je vais me débrouiller tout seul. Et voilà. Après, tout ça nous donne un constat incompressible, hein, j'en suis bien conscient. J'ai pas de solution à proposer. Je ne peux que appeler à la curiosité des gens. Sortez des sentiers. Achetez votre Kaiju numéro 8, c'est super. Moi, je suis allé l'acheter. J'ai acheté mon Goldorak tout à l'heure, donc je suis comme tout le monde. J'achète mes trucs mainstream quand ça sort et tout ça. Je participe à la première semaine GFK, donc qui est sûrement le plus gros révélateur de cette grosse machine qui tourne là. Mais à côté, je me force à acheter des trucs de petites maisons, même si ça me plaît moins au départ et tout. Après, c'est sûr, moi, je passe énormément de mon pouvoir d'achat dans la bande dessinée. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui lisent ça comme quelque chose de très récréatif, qui sont sûrement pas les gens qui nous écoutent là tout de suite. Et les gens qui nous écoutent là tout de suite, ils savent ce qu'on est en train de dire. Encore une fois, parce que c'est des gens qui sont déjà informés. Mais invitez les gens à sortir des sentiers, allez présenter d'autres choses, offrez autre chose que Rick and Morty tome 1 ou Lock and Key par exemple, et offrez plutôt un Shanghai Red, j'en sais rien, ou tu vois, pour prendre notre exemple à nous, machin. Parce que j'ai envie de penser qu'à un moment, on est tous cet enfant qui tombe sur une BD un peu chelou et qui devient amoureux du genre grâce à celle-là, et qui comprend que le genre est vachement plus vaste que ce qu'il avait entrevu au départ. Tu sais que le nombre de gens aujourd'hui à qui t'explique que le comics, ce n'est pas des super-héros, est encore très très élevé. Vraiment, dans la vie civile du quotidien, quand tu dis je suis éditeur de comics, ah ouais, Spider-Man, ça. Non, les comics, c'est la bande dessinée américaine. Écoute, il y a un article je crois que c'est Livre Hebdo qui est encore paru. Non, une étude dans les Échos qui opposait qui faisait un truc sur le marché de la BD, qui disait c'était plus aussi clair que l'époque où les bandes dessinées s'opposaient aux personnages de manga et aux super-héros de comics américains. Tu fais, déjà, si tu parles juste, si t'opposes en fait la BD aux super-héros de comics américains plutôt que juste les comics américains, tu vois, mais parce que c'est 80% du marché. Donc aussi. En fait, on n'existe pas en face. Vraiment, on n'existe pas. On est un truc récréatif un peu, tu vois, à l'échelle des gens qui font tourner le monde de l'édition. Ils sont là, c'est mignon. C'est mignon leur petit comics indé. Ils ont l'impression que c'est génial et tout, tu vois. Je fais le mec cynique volontairement, mais alors que Brubaker, il met la pile à 90%, ou Criminal met la pile à 90% de ce que Marvel peut sortir. Et après, il y a des trucs très bien chez Marvel et DC. Tu vois, j'ai lu les 2 trucs de Daniel, Wonder Woman Deaders et Beta Ray Bill. J'ai trippé de ouf sur les 2. Je me dis, putain, génial. Ça fait chier que les auteurs perdent leur temps à bosser pour des mecs qui n'ont vraiment aucune considération pour eux.
mais je comprends le kiff de gamin quand t'es auteur de dire putain, je vais présider le destin de ce personnage que j'ai regardé. Demain, Marvel me dit allez, viens, tu peux écrire Daredevil. Je vais avoir du mal à dire non, tu vois. Donc, bon, donc je peux pas incriminer qui que ce soit là-dessus. C'est juste que, mais c'est comme, et puis, tout ce dont on parle là, encore une fois, c'est l'industrie culturelle en règle générale. Il se passe la même chose avec le ciné. Tu sais, combien de fois j'ai entendu cette année le cinéma français, il n'y a que de la merde. Mais réveillez-vous les frérots. Hein. Le cinéma français, on vit un âge d'or du cinéma français en ce moment, en fait. Réellement, dans tous les genres, même dans ceux qui vous plaisent pas. Tu vois. Donc arrêtez de dire ça. Arrêtez de regarder juste Alad 3 de Kev Adams, en fait. Tu vois. Et en plus d'aller au ciné pour la blague avec Tantine. Non, en fait, arrêtez de donner votre argent à ces trucs qui vous prennent pour des portefeuilles. Parce que les projets mainstream vous prennent pour des portefeuilles. C'est la réalité. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont développés. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus extrêmement majoritaires et en part de marché et tout ça par rapport à tout ce qu'il y a à côté. Donc c'est horrible, en fait, parce que toute la logique la plus mercantile, elle fonctionne. En fait, ça se transforme. Plus tu vas faire un truc bas du front, hashtag Battle Royale, plus tu vas avoir 100 millions de personnes qui vont regarder ta série en 10 jours. Tant mieux, c'est une série coréenne, les gens regardent des trucs avec des sous-titres et les Américains en premier. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Alors que Maniac de Kari Fukunaga, tout le monde s'en bat les couilles parce que ça n'a pas été poussé par le market et tout. Mais c'est à nous de le pousser, c'est à nous de récupérer ça, en fait. Les artistes attendent ça. Tu vois, aujourd'hui, les artistes sont quand même un peu blasés de se dire je ne suis pas du tout tributaire du succès de ce que je suis en train de réaliser là avec toute mon âme. En fait, c'est la personne qui va le diffuser ou le distribuer qui est tributaire de ça. C'est hyper violent, moi, je trouve, quand même. Alors, quand je dis les artistes aspirant à devenir, à en faire leur métier, en tout cas. Évidemment qu'un artiste qui est déjà installé, il se pose pas la question, il sait que son succès, il est au bout du tunnel. Oui, ou qu'un mec comme Robert Schwanke s'en bat les couilles que Snake Eyes fonctionne, quoi, tu vois. Par exemple, exactement. Et parce que, mais après, je peux comprendre aussi les gens qui sont des yes men, du coup, et qui bien sûr. Ça, c'est des choix de vie. Le problème, c'est que le public dit un peu trop yes, justement. Donc, alors, pour le coup, pour Snake Eyes, il l'a pas dit, mais je sais, ouais, juste retour des choses, techniquement. Voilà. Mais non, mais le nombre de croûtes qui tapent, tu vois, c'est l'exemple Transformers 4 et qui est bien pratique parce que tout le monde convient que c'est une merde. Mais qui a tapé le milliard quand même, ouais. Mais voilà, qui tape son milliard et c'est pas que la Chine qui justifie ça et tout ça. Et c'est un peu dramatique, en fait. Et je m'en veux, j'ai payé mon ticket, je suis allé le voir au ciné à l'époque. Mais aujourd'hui, j'essaie de faire attention à ça. Mais pour arriver à cet état de fait où tu dis je vais faire attention à ma consommation culturelle et à comment je la fais, à qui je donne mes thunes et tout ça, il faut déjà être informé au préalable et tout, et après avoir la force de l'appliquer, tu vois, parce qu'on a tous nos faiblesses. Je vais aller voir je sais pas, qu'est-ce qui sort en mainstream au ciné cette année. Je suis allé voir Dune, par exemple. Bon, Dune, c'est ultra respectable, c'est pas Spider-Man, mais enfin, je suis fan de Spider-Man, j'ai Spider-Man tatoué sur la jambe. Est-ce que tu vas voir Spider-Man à la fin de l'année, du coup? Ouais, je pense, je sais pas. Matrix, c'est évident. Spider-Man, je sais pas. Mais tu vois, maintenant, je rattrape les trucs avec plus de retard et pas forcément en allant première semaine au ciné, machin, en participant à cette grande messe un peu cynique et tout, où je sais que ce que les gens qui produisent le contenu pour lequel j'ai payé, je sais que les gens qui produisent ce contenu pour lequel j'ai payé veulent juste que j'aille payer mon billet. Ils en ont rien à foutre de savoir si j'ai aimé ou pas et machin. Et après, tant mieux s'il y a des gens qui adorent et tout. Et puis, c'est là où on arrive au truc le plus subjectif du monde, c'est-à-dire le goût, quoi. Moi, j'ai adoré Doctor Strange, mais tout le monde m'explique que c'est un film de merde, par exemple. Bah ouais, mais en même temps, j'y peux rien. J'ai vraiment tripé dessus. Tu vois, j'y peux rien. Et c'est le cas. Tout le monde a ses choix comme ça. C'est juste de prendre conscience qu'il y a un monde à côté du mainstream, que ce monde lutte pour exister et que pourtant ils sont un peu plus méritoires que les autres, tu vois, du mainstream, quoi. Voilà, en gros. Très bien. De toute façon, une invitation, voilà. De toute façon, si vous nous écoutez sur First Print, vous savez qu'on essaye avec nos petites, nos petites mains et nos petites bouches et nos petits micros, de mettre en avant, voilà, toute cette partie. Non, mais c'est hyper précieux que vous fassiez ça tout. Et puis, je ne veux pas du tout passer pour le donneur de leçons. C'est ce que je pense, c'est ma conviction profonde. Je vais pas engueuler quelqu'un qui va voir Spider-Man Day One, tu vois. Enfin, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste que il faut être conscient que d'autres choses existent à côté et que le partage a une vraie puissance. C'est-à-dire que demain, vous partagez une bonne BD que vous avez lue à quelqu'un qui ne lit pas de BD, et bah vous savez pas à quel point vous allez lui ouvrir ses chakras, quoi. Donc et reprenons le contrôle, nous les consommateurs. Tu vois, déjà le terme est horrible. Les lecteurs, les spectateurs et tout, reprenons le contrôle un peu sur ce qu'on veut voir et tout ça, et envoyons un meilleur message aux financiers, en fait, qui savent qu'on sera là quoi qu'il arrive, tu vois. Moi, Matrix, c'est ma licence préférée, je vais être Day One devant le ciné, dans 20 minutes c'est Matrix 4, machin. Je veux dire, en fait, c'est un peu pathétique, tu vois, parce que bon, Matrix a un peu changé ma vie, mais
faut pas non plus transposer trop d'espoir, tu vois, c'est le clivage Marvel DC, au cinéma particulièrement, parce qu'en comics tout le monde s'en branle. Et pourtant. Oui, et pourtant. Mais tu vois, ne projetons pas trop notre psyché à chacun dans ces trucs. Restons conscients qu'il y a des artistes derrière, intéressons-nous aux artistes plutôt qu'aux personnages. Enfin, tu vois, je dirais pas que Dan Slott, c'est quand même pas la même chose que Straczynski quand il décrit Spider-Man. Donc, intéressez-vous à Straczynski si vous avez trouvé que Straczynski c'est meilleur, ou à Dan Slott si vous avez trouvé que Dan Slott est meilleur. Mais tu vois, vraiment de passer la couche de la marque, du trademark, là, avec le petit copyright et tout, et d'aller derrière pour voir qui sont les gens qui la font vivre. Parce que souvent, c'est des gens comme vous et moi, qui ont des vies ultra banales, qui gagnent pas très bien leur vie en faisant ça, et qui ne vivent que de l'amour qu'on peut leur donner, et qui malheureusement souffrent aussi du fait que la marque les dépasse complètement, etc., quoi. Donc, voilà. Puis il faut donner du love, en fait, aussi, tout simplement, quoi. Aux artistes, à First Print, aux gens qui essayent de faire des différences, tu vois, de se dire on est ensemble et tout ça, quoi. Mais, c'est un affreux discours de gaucho, voilà, de merde. Ça, complètement. Mais au moins une ouverture un peu plus juste optimiste ou encourageante que effectivement le constat sur l'avenir du prix de la BD. Ce qui est sûr, voilà, en tout cas, c'est que le prix de la BD va augmenter. Moi, j'attends que les concurrents dégainent avant pour voir ce qu'ils ont derrière la tête. Parce que nous, on n'est pas tellement pressés, en l'occurrence, surtout sur iComics. De toute façon, même tous les médias spécialisés, enfin Livre Hebdo, tout ça, disaient que ça se répercuterait sûrement plus fin 2022, voire 2023 que directement l'année prochaine. Non, ça va être déjà l'année prochaine. Ouais. J'ai eu la chance de dîner avec des huiles la semaine dernière et non, c'est dans les tuyaux en ce moment pour tous les groupes, particulièrement les groupes en l'occurrence. Donc les maisons d'édition qui sont groupées ou des grands groupes où tu as à la fois du franco-belge, du comics, du manga et tout ça. Eux, ils vont appliquer une augmentation tarifaire simple qui va être calculée en pourcentage et donc comme ça, il y aura pas de débat de machin, ça va être 5% de plus ou 10% ou 15% de plus pour tout le monde et c'est comme ça, point final. Et si vous posez la question, on vous expliquera que c'est parce que ça coûte plus cher de produire et basta. Okay. Voilà. En gros. Très bien. Écoute, merci beaucoup Sullivan d'être revenu sur nos antennes. Merci à toi Arnaud pour l'invitation. De cette thématique, une thématique qu'on n'a pas fini d'explorer puisque on continuera d'aller discuter de tout ça avec des éditeurs, des libraires aussi. Je vais essayer d'aller, si tu peux me regarder avec des gens de la diffusion et des choses comme ça, je pense que ça peut être très bien plaisir, aussi d'aller discuter dans le fond du secteur de l'édition. Si cette émission vous a plu, en tout cas on l'espère, justement partagez-la aussi pour ouvrir aussi peut-être cette discussion, simplement que ce soit un sujet qui soit plus facilement abordé et comme ça qui permettent aussi juste de comprendre derrière les BD que vous achetez, voilà, quelles sont les différentes étapes qui ont eu lieu et qui justifient aussi le prix que vous avez dépensé chez votre libraire indépendant bien sûr et pas chez vraiment Amazon. Merci de t'intéresser à ça parce que c'est hyper important que ce savoir-là aille un peu plus chez les lecteurs en fait, que tout le monde s'empare de ces données-là parce qu'on pourra réfléchir tous ensemble à l'avenir de la BD et pas juste dans des dîners d'huile où nous dans notre métier où on a la tête dans le guidon toute la journée quoi. Yes, et on vous rappelle qu'on a une page sur Tipeee où vous pouvez aussi nous soutenir de façon financière et puis sinon juste partager les podcasts autant que possible. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour la prochaine émission. Salut. Ciao, à bientôt.